Je me souviens qu'il me frappait à la tête de toutes ses forces. Je le sentais qu'il me suivait. Il allait me rattraper. Il m'a dit, tu n'iras nulle part. Je me souviens que je ne pensais qu'à mon fils. Tu vas crever. Tu vas crever. Quand le désir l'emporte sur la raison, il peut tourner à l'obsession mortelle. Ces histoires vraies sont relatées par les victimes. Je suis originaire de Roy, dans l'Utah. Ma famille est composée de mes 2 parents et de mes 3 frères. J'ai eu une très belle enfance. J'avais beaucoup d'amis dont je suis encore très proche aujourd'hui. J'ai toujours été attirée par la mode, les coiffures, le maquillage et tout ça. À 19 ans, je suis partie vivre à Boston, dans le Massachusetts. Et je ne savais pas quoi faire dans la vie. Quand j'allais en soirée, je voyais toutes ces filles habillées à la mode, avec des coupes de cheveux super mignonnes. Elles étaient si belles, je voulais être comme elles. J'ai dit à mes amis, je me demande dans quel domaine elles travaillent. J'ai appris qu'elles étaient coiffeuses. Je me suis dit, peut-être que je devrais devenir coiffeuse. Et je suis partie faire des études de coiffure. J'ai adoré mes études. J'aimais bien faire les colorations, entre autres. Mais ce que je préférais, c'était couper les cheveux. J'ai eu mon diplôme au bout de 2 ans. Je travaillais dans un salon et un jour, pendant ma pause, je suis allée au centre commercial. C'est là que j'ai rencontré mon petit ami. On était très amoureux et on a décidé de se marier. J'étais tellement heureuse d'être enceinte, c'était une nouvelle aventure. Et puis enfin, mon fils Daniel David est né. Il était magnifique. Il pesait 3,5 kg. Il avait de grands yeux bleus. J'adorais notre vie de famille, mais nos problèmes financiers devenaient très durs à gérer. On a décidé de divorcer, mais de rester amis. C'était la meilleure chose à faire. Je travaillais comme une folle. Je travaillais tous les jours. Je ne vais pas mentir, c'était très stressant. Je travaillais énormément. Je devais déposer mon fils à la garderie et je détestais ça. Je culpabilisais énormément. Je voulais pas l'y mettre, mais je n'avais pas le choix. Je devais subvenir à nos besoins. J'étais responsable de lui. Il nous fallait une couverture médicale, un logement, de quoi manger. Tout dépendait de moi. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une très bonne amie qui m'a annoncé qu'une nouvelle école de coiffure allait ouvrir. Une école très renommée, très chic, et elle m'a dit « Savannah, je vais être directrice de cette école et je voudrais t'embaucher. » J'ai eu comme un déclic, comme si c'était là que je devais aller. À l'époque, je vivais dans le centre-ville et je devais faire plus de 50 km pour aller jusqu'à Ogden. Je passais beaucoup de temps sur la route et c'était compliqué pour aller déposer et récupérer Daniel. Un jour, je me suis promenée à North Ogden en voiture après le travail. En passant, j'ai remarqué une petite maison avec un panneau à louer devant. J'ai tout de suite appelé la propriétaire.
Elle m'a dit que sa précédente locataire était partie précipitamment, qu'elle l'avait laissée en plan et que la maison était disponible. Elle a ajouté que la précédente locataire était mère célibataire et je me suis dit, tiens, quelle coïncidence. J'ai remarqué que la communauté était composée en majorité de Mormons alors que mon fils et moi ne le sommes pas. Hey, buddy, what's your name? Un homme habitait la maison mitoyenne. Il semblait plus âgé, il devait avoir environ 60 ans. Il s'appelait Todd. Il avait l'air de se sentir seul. Let me know if you need a hand. I got this, thanks. I pack light. Je lui ai expliqué que je venais du centre-ville. Il avait l'air aimable, très gentil. Il faisait un peu penser à un grand-père bienveillant. Ça avait un côté rassurant. En emménageant à North Ogden, j'ai inscrit Daniel dans la meilleure école qu'on nous avait recommandée. J'étais directeur de l'école. Je m'occupais de la gestion et du recrutement des enseignants pour en faire un endroit chaleureux et agréable pour toutes les familles et surtout les nouveaux arrivants. Et Savannah en faisait partie. Je me souviens, quand elle est arrivée, elle était tellement avenante, aimable, enjouée, sociable. Elle était ravie que son fils soit dans cette école. Ça faisait environ 6 mois que j'habitais à North Ogden quand un matin, j'ai découvert un pneu crevé. C'était vraiment énervant parce que je devais aller au travail et je ne savais pas quoi faire. Mon voisin était dehors. Hey. Il était très gentil, il m'a dit « On dirait que vous avez un pneu à plat ». J'ai répondu « Oui, et je dois aller travailler, je suis pressée ». Where's your dad? Can he help? J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je lui ai expliqué ma situation. Mon père est décédé et je gère pratiquement tout toute seule. Je n'ai pas beaucoup d'aide. Ma mère habite à environ 20 minutes, mais je suis très indépendante. Well, if you're in a hurry, I could give you a ride. Il était encore tôt. Je ne voulais pas déranger ma mère. Oh, that'd be great. C'était rassurant de voir que j'avais des voisins disponibles et sympathiques, prêts à me donner un coup de main si nécessaire. Je me sentais plus en sécurité. So, how long you lived here? About 7 years now. Il m'a dit qu'il avait une fille. Je crois même qu'il a parlé de petits-enfants. Je me souviens que je lui étais extrêmement reconnaissante. Je lui ai dit « Merci de vous mettre en 4 pour m'aider. C'est très gentil. Puisque vous me déposez, est-ce que ça vous embêterait de venir me chercher après le travail ?» Il a répondu « Bien sûr, pas de problème. Voilà mon numéro en cas de besoin. » Et le soir, il m'a raccompagnée à la maison. Après ça, il a commencé à se manifester de plus en plus. Un jour, je suis rentrée avec des stores et il était dehors. You need any help hanging those? I should be fine. You got a drill? No. Do you? Donc, je l'ai laissé m'aider à accrocher les stores. C'était agréable d'avoir un peu d'aide. Mon père me manquait et c'était gentil de la part de Todd. C'était un excellent voisin, alors j'ai décidé de lui offrir une coupe de cheveux gratuite. J'étais en train de regarder sa coupe et la longueur quand je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que je vous fais ?» Et il s'est retourné complètement et il a braqué son regard sur moi. C'était une sensation très étrange. C'était vraiment bizarre, parce qu'il ne souriait pas. Mais il n'était pas fâché non plus. Il avait le regard vide et je me suis sentie très mal à l'aise. Le matin de Pâques, j'ai trouvé une carte sur ma porte d'entrée. Écrit « Merci d'être mon ami, soyez bénis, meilleurs amis pour la vie ». Je me suis dit « Meilleurs amis pour la vie ?»
On est seulement voisins, c'était tellement bizarre. J'étais un peu choquée. Alors j'ai appelé ma propriétaire et je lui ai dit « J'ai reçu une carte du voisin et il a écrit « Meilleurs amis pour la vie ». Elle a commencé à rire et m'a répondu « Ne t'inquiète pas, tu es jolie, tu t'habilles bien, tu es à la mode, il doit te trouver mignonne. C'est tout. Il habite là depuis 7 ans. C'est mon meilleur locataire. » Il était 11 heures du soir et je dormais profondément. J'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Mais je me suis dit que j'allais laisser frapper parce que je refusais d'ouvrir à n'importe qui à cette heure-là. J'avais un mauvais pressentiment parce qu'il était tard et je trouvais ça étrange. Mais comme on continuait de frapper, je me suis dit que j'allais devoir appeler la police. Who is it? It's Todd. I have a package for you. I'll get it in the morning. Je ne comprenais pas ce qu'il avait. J'étais seule avec mon fils. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé la police. Je voulais les prévenir que mon voisin immédiat me dérangeait en frappant à ma porte sans discontinuer. Les agents l'ont interrogé et il a dit « J'essaie juste d'être un bon voisin. Je n'essaie pas de la séduire. » Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est complètement dingue. Je n'ai jamais eu de voisin comme ça avant. Qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai posé la question à la police. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis dit « Je dois protéger mon fils. Il passe avant tout. » Une fois, j'étais assise devant la maison en train de lire un magazine. Quand tout à coup, Todd est sorti avec un gant de baseball et il a dit « Hey Daniel, tu veux que je t'apprenne à jouer au baseball ?» Et j'ai pensé, ça devient gênant. J'ai dit à mon fils, Daniel, on doit rentrer à l'intérieur. On ne peut pas discuter avec ce voisin. On doit rentrer. C'était tellement embarrassant. J'avais presque l'impression de perdre le contrôle de la situation. Il appâtait mon fils maintenant. C'était vraiment déplaisant. Donc je suis rentrée avec mon fils et je lui ai dit, on ne peut pas jouer avec lui. Tu ne peux pas jouer avec lui, désolé. On doit rentrer. Daniel s'est mis à pleurer. Mais je veux jouer. Je veux jouer au baseball, maman. J'ai répondu, désolé, on doit rentrer. On ressortira plus tard. Et j'ai fermé la porte. J'avais clairement l'impression qu'il essayait de gagner l'affection de mon fils, tout en prétendant être un bon voisin, quelqu'un de serviable, un bon ami. J'aurais voulu passer plus de temps dehors avec mon fils, mais on ne pouvait jouer dehors que quand il n'était pas là.
En sortant de la maison, j'ai découvert que j'avais encore un pneu crevé. Je me suis dit, bon sang, je vais être en retard au travail. Je n'avais jamais eu de crevaison avant d'emménager dans cette maison. Et c'était vraiment exaspérant parce que j'étais convaincue que Todd était responsable. Il n'était pas question que je lui demande de l'aide. J'ai préféré demander à mon ami Dennis de me dépanner. Il était devenu un bon ami et il a toujours été là pour moi. Au fil des semaines et des mois, nous nous sommes liés d'amitié. C'était déjà la deuxième fois qu'elle avait un pneu crevé. C'était bizarre. En allant la chercher, j'ai vu que son pneu n'avait rien. Il était en bon état et il n'y avait pas de clous. Je me suis dit que quelque chose ne collait pas. C'était pas normal. Pendant tout l'été, chaque mois, Todd a déposé un cadeau devant chez moi. Tous les matins, au travail, on avait des réunions du personnel et régulièrement, un collègue me demandait « Comment ça se passe avec ton voisin ? Il t'a offert quoi dernièrement ?» C'était devenu un sujet de conversation et c'était très très bizarre. Au début, je me suis dit que ça devait être un vieux pervers qui s'était amouraché de Savannah parce qu'elle était plus jeune. Mais je le pensais inoffensif. Il devait simplement se sentir seul et il voulait devenir son ami. Un jour, je suis allée récupérer mon fils à l'école et j'étais fatiguée après une longue journée au travail. Et en me garant devant la maison, j'ai remarqué un message écrit en majuscules sur ma porte d'entrée avec de la craie rose que mon fils adore utiliser pour dessiner. Ça disait « Priez pour votre salut ». Je vivais dans la dernière maison. J'étais un peu à l'écart et j'habitais seule. Je savais que c'était Todd, j'en étais sûre. J'avais son numéro, donc je lui ai demandé « C'est vous qui avez écrit ça ?» Et il a répondu « Non ». Mais je savais qu'il cherchait à me mettre mal à l'aise. Savannah m'a appelé parce qu'elle était vraiment inquiète. Et ça n'a fait que me conforter dans l'idée que ce type était bizarre. Ce n'était plus l'attitude d'un vieux bonhomme un peu seul qui cherchait à attirer son attention. Les agents de police lui ont demandé de sortir de la maison en ma présence et lui ont demandé « C'est vous qui avez écrit ça ?» No, sir, I didn't write that. I'm a good guy and I'm just trying to be a good neighbor. I know you wrote that. Il devait voir la peur dans mes yeux quand je parlais aux agents de police. Il s'est pratiquement mis à rire en disant qu'il était quelqu'un de bien. Look, if I see anything, I'll reach out to you officers, okay? Et je me suis dit, bon sang, mais il ne voit pas que c'est lui le responsable? Je deviens folle? Je me suis sentie vraiment désemparée. C'était du délire. La police ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait commis aucun crime. J'ai donc renoncé en disant, très bien, je vous appelle s'il se passe autre chose. J'avais constamment l'impression qu'il m'observait. Ça me mettait tellement mal à l'aise. J'ai commencé à me dire que je ne pouvais plus habiter cette maison. Pendant un moment, je me souviens que je ne voulais même plus rentrer chez moi.
Je faisais volontairement des détours en voiture pour rentrer plus tard. J'évitais de le croiser. Ma famille se faisait du souci et ma mère me le rappelait souvent. Un jour, je m'apprêtais à partir au travail et en arrivant à ma voiture, j'ai remarqué qu'elle était rayée, sûrement avec une clé. Ça m'a mise mal à l'aise parce que je n'avais rien remarqué la veille, alors que c'était bien visible. Ça faisait pratiquement 4 centimètres et la forme faisait un peu penser à un diamant. J'ai encore trouvé ça bizarre. Et j'ai décidé d'appeler la police. Un agent assez jeune est arrivé chez moi. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit « Je suis désolé, on ne peut rien prouver, je ne peux rien faire. » Je l'ai remercié de s'être déplacé et ma journée a repris son cours normal. Le renouvellement de mon bail était en automne. Et je me suis dit qu'il était impossible que je reste dans cette location. J'allais prévenir ma propriétaire que je voulais trouver un appartement. Les fêtes de fin d'année approchaient et on a été invités à passer une semaine à Baltimore. J'étais enchantée. C'était un vrai soulagement pour moi. Je pouvais changer d'air, je n'allais pas renouveler mon bail. J'allais enfin me changer les idées. On a visité des musées, on s'est baladé. C'était formidable. Je ne pensais plus au reste. Je suis rentrée de cette semaine à Baltimore tard le soir. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée et j'ai laissé les clés dessus pendant que je faisais des allers-retours. J'allais chercher les valises et je les ramenais. Et les clés avaient disparu. Elles n'étaient plus là. J'avais tout sur ce trousseau de clés. J'avais les clés de la voiture, de la maison, de la boîte aux lettres et même du travail. Les clés avaient disparu, elles n'étaient plus là. J'ai cherché partout. Est-ce que je les avais déplacées en faisant mes allers-retours? J'ai appelé ma propriétaire et je lui ai dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne retrouve plus mon jeu de clés. » Après une semaine de vacances, j'avais presque oublié tout ce qui s'était passé. Je n'y pensais plus. J'avais retrouvé une vie normale. Mais je voulais toujours déménager à cause de tout ce qui était arrivé. Il me semblait que c'était la meilleure chose à faire. Alors j'ai demandé à mon amie Denise de m'aider à trouver un appartement. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus rester là-bas parce que l'attitude de son voisin la mettait mal à l'aise. Elle ne pouvait pas constamment l'éviter. La semaine de Thanksgiving, Denise nous a emmenés, Daniel et moi, à South Ogden pour visiter des appartements qui entraient dans mon budget. Par contre, la caution était très élevée et je ne pouvais pas avancer une telle somme.
C'était très dur de devoir faire un versement aussi important en une seule fois. Ça m'angoissait parce que c'était une somme considérable pour une mère célibataire. Je n'avais pas les moyens. Sur le chemin du retour, je me souviens que Dennis me disait « Ne t'inquiète pas, ne perds pas espoir, ça va aller, on va te trouver quelque chose, ça va aller. » Et je me suis dit « D'accord, je vais rester optimiste. » En garant sa voiture devant chez moi, Dennis m'a dit « Savannah, qu'est-ce que c'est que ça devant ta porte ?» Daniel, wait there. C'était juste avant Thanksgiving. C'était exactement la période à laquelle tout le monde achète une dinde à farcir. Dennis ne disait rien, pas un seul mot. Je voyais qu'il était un peu surpris. Leave me alone! Ça a vraiment mis Savannah hors d'elle. Elle s'est dit, cette fois, ça devient clairement du harcèlement. Il n'essaie pas seulement d'être un bon voisin. J'ai ramassé la dinde et je suis allée la jeter dans la benne à ordures. En revenant devant chez elle, elle m'a dit « Je suis certaine qu'il est en train de nous épier par la fenêtre. » Est-ce que je me suis dit qu'il pouvait être dangereux? Pas encore. Il m'arrive parfois de m'emporter et de parler assez fort, surtout quand je suis contrariée. Donc à certains moments, je suis sûre qu'il a dû m'entendre parler à ma famille et à mes amis. Et il devait comprendre ce que je disais. J'étais convaincue qu'il écoutait de l'autre côté du mur. Et ça me rendait malade. C'était tellement agaçant de ne pas savoir quoi faire. Noël approchait. Mon fils et moi étions surexcités parce que ma mère avait appelé en disant « Venez à la maison, venez manger ce midi, on va passer un peu de temps tous ensemble. » Et en ouvrant la porte d'entrée, je me suis retrouvée face à un tas de cadeaux et de jouets. Il y avait même un micro-ondes. Merry Christmas. J'ai dit « Daniel, on ne touche à rien. » Daniel, leave it. Daniel m'a dit « Mais maman, je veux les cadeaux, je veux les cadeaux. » J'ai répondu « Désolé Daniel, on ne peut pas les prendre. » Leave it, okay? Come back inside, please. Il ne comprenait pas, il était trop petit. Il fallait que ça s'arrête. Ça devenait dingue. J'ai décidé de jeter tous les jouets. J'ai fait en sorte que Daniel ne s'en rende pas compte. Je ne voulais pas qu'il me voie en train de tout jeter. Alors je me suis souvenue de ma première visite de la maison. La propriétaire m'avait clairement dit que la locataire précédente était partie précipitamment et que c'était aussi une mère célibataire. Est-ce qu'elle avait eu le même problème que moi avec le voisin? J'aurais aimé pouvoir la contacter. J'ai passé un accord avec mon fils et je me suis assurée qu'il avait bien compris. On a décidé que si on trouvait quelque chose sur le pas de la porte, il ne fallait pas y toucher parce que sinon ça encouragerait Todd et il continuerait. J'ai expliqué à Daniel qu'on ne devait rien accepter. Et il a arrêté. Il n'a plus fait d'autres cadeaux après Noël. C'était fini. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Il nous a laissés tranquilles jusqu'à environ mi-janvier. J'ai trouvé une échelle sur le côté de la maison, juste devant la fenêtre.
Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma propriétaire serait venue faire des travaux? Hello? Anyone there? Et puis je me suis tout de suite dit que c'était lui. Ça ne pouvait être que lui. C'était Todd. Je savais que c'était lui. J'ai appelé ma propriétaire qui m'a dit « Désolée, je ne peux rien faire pour toi, appelle la police. » Donc j'ai appelé la police en disant « Bon, j'ai trouvé une échelle devant ma fenêtre. Est-ce que vous allez faire quelque chose cette fois? Quelle preuve il vous faut ?» Mais les agents m'ont répondu que c'était un problème à régler avec ma propriétaire, que j'avais signé un contrat avec elle. Donc je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoutez, j'ai appelé la police, apparemment c'est un problème à régler entre nous. Je veux déménager. Je vais reprendre mes recherches. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas rester ici, je dois partir. Elle m'a répondu, Savannah, ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Je vais l'expulser. Tu en as déjà assez bavé comme ça. Au printemps, je vais l'expulser. Mais avec cette histoire d'échelle, j'ai cherché comment demander une ordonnance restrictive. J'ai regardé les différentes options et ça disait, est-ce qu'il s'agit d'un proche, d'un ex-petit ami, d'un ex-mari? Est-ce que vous partagez la garde d'un enfant? Mais ça ne parlait pas d'un voisin. Donc ça n'avait pas l'air de s'appliquer à mon cas. Je rentrais du travail et j'ai vu une grosse tache sombre et je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que c'est cette fois? C'était un grand fauteuil à bascule et une peluche était installée dessus. Ça devait être pour mon fils. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais furieuse. J'ai pris la pluche et le fauteuil et j'ai tout emmené à la benne à ordures. J'ai tout jeté dedans violemment. Je n'en pouvais plus. En rentrant chez moi, j'ai brutalement claqué la porte. J'étais prête à lui parler en face. Je voulais qu'il comprenne une bonne fois pour toutes que ça n'allait pas se passer comme ça, que j'allais me défendre. J'étais convaincue qu'il testait mes limites. Leave me alone! J'étais tellement remontée, mais il m'a regardée d'un regard vide, comme s'il ne savait pas quoi dire. J'étais tellement en colère que je voulais qu'il ait peur de moi. Todd m'a laissé tranquille après le coup du fauteuil à bascule. Il n'y a plus le moindre incident ni en février ni en mars.
Mon réveil a sonné à 5h30. Je me réveille très tôt le matin. J'ai entendu du bruit dans le couloir. Daniel? Is that you? Je me suis tout de suite demandé comment j'allais m'échapper. Et j'ai pensé à mon fils qui était dans la chambre d'à côté. What are you doing here? Shut up! You bitch! Il a pris son arme et m'a frappé de toutes ses forces sur le côté gauche de la tête. Je me suis dit, oh pitié, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je me débattais de toutes mes forces comme une bête sauvage. Get on your knees! Think of my son. Think of Daniel, please. You don't have to do this. You ruined my life! You evil! Je me souviens qu'il me frappait à la tête de toutes ses forces. Sale garce! Espèce de garce! Tu vas crever! Tu vas crever! Je me suis dit, je dois m'en sortir. Je ne vais pas le laisser faire. Je vais me battre. Je le sentais qui me suivait. Il allait me rattraper. Il m'a dit, tu n'iras nulle part. Tu vas crever. Tu vas crever. Je me suis accrochée au montant de la porte d'entrée de toutes mes forces pour essayer de m'échapper. Quand j'ai lâché prise, je me suis sentie perdue. Je me souviens que la porte a claqué violemment et que mon fils s'est réveillé en appelant « Maman! Maman !» J'ai hurlé « Daniel, reste dans ta chambre. Todd nous attaque. Retourne dans ta chambre. » Please. Todd, let me go, please. Should I put the gun down? Let's just talk this through. Todd a pris son arme. Il l'a dirigée vers moi, vers mon visage. Il a mis son doigt sur la détente et son arme s'est enrayée. Si elle ne s'était pas enrayée, je serais morte. Ensuite, Todd a pris son arme. Il a remis son doigt sur la détente. Il a visé par terre et le coup est parti. Je pensais à mon fils et à ce qui risquait de lui arriver. J'étais incapable de me défendre. J'étais sûre que j'allais mourir. J'ai regardé le plafond en pensant « Pitié, sauvez-moi. Aidez-moi, sauvez-moi. »
Il a lâché son arme et elle est tombée par terre. I'm sorry. Ensuite, je crois qu'il a appelé les secours. Une ambulance. 911, what city are you in? North Ogden. Okay. I need an ambulance. What do you need an ambulance for? My friend has got a head injury. Okay. Her name's Savannah. How did she get a head injury? I caused it. She's hurt pretty bad. Please hurry with the ambulance. She's bleeding. Please hurry. Okay. Is she completely alert? Are you okay, honey? Yeah. She's feeling she's in shock. Please hurry. Okay. And is there any other part of her body injured, or is it just her head? Hello? Hello? Please, open up. Je me souviens qu'il a demandé qui était là. Please, open up. Un agent de police était de l'autre côté de la porte. Quand il a compris que c'était la police, il s'est précipité à l'étage. Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai su qu'il s'était suicidé. Je me suis évanouie. Je crois que j'ai perdu connaissance plusieurs fois. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre, mais la tête de Daniel était penchée au-dessus de moi. Je sentais comme une lumière et il a dit « Coucou maman ». Et j'ai entendu un policier lui dire « Allez, on y va ». Avant de l'emmener vers une voiture où des agents ont vérifié qu'il n'était pas blessé et qu'il allait bien. Savannah a eu énormément de chance, vous savez. Énormément de chance. Elle aurait dû mourir cette nuit-là. Il a tiré plusieurs coups de feu pour tenter de la tuer. Il avait apporté des liens et des sacs mortuaires. Il avait la ferme intention de la tuer. Je crois aux miracles. Des miracles se produisent tous les jours. J'ai survécu à ce drame alors que j'aurais dû y perdre la vie. Je ne crois pas qu'elle s'en est sortie par hasard. Je crois que quelqu'un veillait sur elle. J'ai appris plus tard que l'arme s'était enrayée plusieurs fois et je suis convaincue d'avoir été protégée par un ange gardien. Quand j'étais à l'hôpital, un agent de police est venu me voir et m'a demandé comment Todd avait pu s'introduire chez moi. Et j'ai tout de suite repensé au trousseau de clés que j'avais laissé sur la serrure. L'obsession que Todd éprouvait pour moi était telle qu'elle a failli me coûter la vie. L'obsession de Todd s'est aggravée encore et encore, à un tel point qu'il a complètement perdu pied. Et en ce terrible 1er avril, ça a failli me coûter la vie. C'est la chose la plus horrible qui me soit jamais arrivée. Mais j'ai survécu. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là pour le raconter.